Bonjour, le tuto d'aujourd'hui va nous amener à effectuer un cluster à basculement. Donc pour le clustering à basculement avec Windows Server et Hyper-V, il faut que les deux hyperviseurs soient dans le même domaine. Condition sine qua non. Donc nous sommes dans un domaine fab.test sur un réseau 192.168.1.0/24 et entre les deux hyperviseurs, il y a un réseau qu'on appelle réseau privé qui là pour l'occasion étant 172.16.1.0/28, à savoir que là, pour notre TP on a besoin que de deux adresses d'hôte, donc une adresse de réseau, une adresse de broadcast et deux adresses d'hôte. C'est pour ça que le réseau est en /28. Et une baie de stockage ou un serveur Windows Server 2012 qui fera l'affaire pour être serveur cible ISCSI pour le stockage partagé entre les deux clusters. Donc le but de la haute disponibilité, c'est que une application est disponible sur un serveur, les utilisateurs peuvent utiliser cette application sur le serveur. Si l'hyperviseur rentre en mode maintenance pour quelque raison que ce soit ou tombe en panne pour quelque raison que ce soit, automatiquement il y a le réseau de pulsation qui est là, donc il y a toutes les 5 secondes, il y a un check qui est fait, donc toutes les 5 pulsations, il y a un check qui est fait, et si ça pulse plus, si l'hyperviseur ne reçoit plus les pulsations de son voisin, automatiquement les applications sont basculées. Donc on verra ça à la fin, afin de mettre en panne, de redémarrer notre hyperviseur pour voir que la basculation est instantanée. Pour ce qui est du... Donc on appelle, pour la haute disponibilité, c'est des applications qui sont disponibles à plus de 99% du temps. C'est-à-dire que sur une période de 1 an, on appelle une application hautement disponible si elle est indisponible au moins 8,75 heures dans l'année, ou 40 minutes sur 4 semaines. Pour ce qui est du stockage, le stockage ISCSI est pour notre part sur un serveur Windows Server 2012 qui va faire office de baie de stockage. Mais en production, vous pourrez rencontrer une baie de stockage SAN. Donc à ce moment-là, ça deviendrait plus judicieux d'utiliser ce type de stockage, mais en fonction des moyens, on peut tout à fait se servir d'un serveur. À savoir que les machines, les hyperviseurs sont des machines physiques. On ne peut pas faire de cluster à basculement en virtualisation. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais donc notre domaine. Donc nous avons bien sûr un DNS où on voit nos deux hyperviseurs et notre contrôleur de domaine. Le, le stockage n'est pas dedans. Active Directory où on voit nos deux hyperviseurs et notre domaine contrôleur qui est là. Voilà pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur le stockage, donc le ISCSI. Donc pour installer, c'est déjà fait, mais je vais vous montrer, pour installer le rôle de serveur cible, on va dans Gérer, et c'est une fonctionnalité. Voilà, serveur de fichiers et serveur cible ISCSI. Donc c'est un rôle à installer.
une fois que ce rôle est installé, nous allons dans service de fichiers et c'est ici que l'on peut créer des disques ISCSI à numéro unique. Donc pour créer, voilà, nouveau disque. On choisit le disque de stockage où l'on veut créer notre cible. Là, on va l'appeler partage. Là, c'est juste pour vous montrer car les cibles, je les ai déjà créées. Donc la taille, on va lui donner 5 Go. Alors, il est recommandé en production de ne pas travailler sur des tailles dynamiques. Donc les tailles dynamiques, ce sont des disques qui grossissent au fur et à mesure que l'on s'en sert. Vaut mieux avoir des tailles fixes que des tailles dynamiques ou de différenciation. Donc là, nous, comme on n'est pas en production, on va servir là. Donc on va faire nouvelle cible. On va l'appeler partage 1. Voilà, il y est déjà, je m'en doutais. Partage new. Ok, donc là on ajoute nos cibles. Donc à savoir SRVFP et Hyper-V2 qui seront où le stockage sera partagé. On peut sécuriser en activant SHAP ou SHAP inversé. Confirmation, on crée la cible. Voilà, une fois cette cible créée, on voit qu'elle est là. Une fois cette cible créée, le serveur de stockage ne nous est plus d'aucune utilité. Donc là, on était sur notre serveur de stockage. Maintenant, on va aller sur SRVFP pour récupérer la cible que l'on vient de créer. Et aller chercher l'initiateur ISCSI qui est là. Donc là, on a déjà des cibles de connecter. Et si on fait actualiser, on va voir que notre partage new arrive ici. Et là, à partir de ce moment-là, on peut le connecter et activer la prise en charge. Donc une fois que ce disque est connecté, on peut aller voir dans la gestion de disque que notre disque apparaît. On n'a plus qu'à le mettre en ligne. Voilà, on fait pareil sur l'autre hyperviseur. Et le tour est joué pour le stockage. Une chose importante pour le stockage, il faut que sur les deux hyperviseurs, le même disque ait la même lettre. Là, on peut voir que sur le SRVFP, le partage new a la lettre L, et donc sur l'hyperviseur l'hyper-V2, le partage new a la lettre E. Donc on va modifier cette lettre de lecteur. Autrement, le cluster ne fonctionnera pas. Et le passer à la lettre L pour qu'ils aient tous les deux la même lettre
de lecteur. Donc une fois cela fait, nous n'avons plus à nous occuper du stockage. Une fois notre stockage effectué, partagé, il ne nous reste plus qu'à installer le rôle de cluster à basculement. Donc ce n'est pas un rôle, c'est une fonctionnalité sur Windows Server 2012. Donc nous allons dans Gérer, ajouter rôle et fonctionnalité. On choisit l'un ou l'autre puisqu'il faudra l'installer sur les deux, mais là il est déjà installé, c'est juste pour vous montrer. Donc là ici ce sont les rôles et la fonctionnalité elle est là, clustering avec basculement. Donc c'est déjà installé. Une fois ceci fait, pas besoin de redémarrer. Vous avez dans les outils le gestionnaire du cluster à basculement qui est là. Donc pour créer un cluster, une fois que toutes les conditions sont remplies, faites clic droit, créer le cluster. Voilà. Donc ils nous disent avant de commencer, il faut effectuer un test. Nous, on ne va pas l'effectuer. Donc le test sert à valider les deux clusters. Là, ils seront valides. À savoir que dans le best practice, il vaut mieux avoir deux serveurs identiques avec des microprocesseurs identiques. La quantité de RAM nécessaire à faire basculer bien sûr toutes les applications qui sont sur un serveur qui puissent bien sûr basculer sur l'autre serveur. Donc il faut au moins 50% de RAM en plus que ce que vous exécutez. C'est-à-dire que si vous exécutez une application à 8 Go sur un nœud, il faudra que sur l'autre nœud, il y ait au moins 16 Go, à savoir pour que le, quand le basculement s'effectue, l'autre nœud ne soit pas en pleine charge. Donc là, on fait avancer, rechercher, on recherche nos deux nœuds qu'on ajoute. Voilà, donc là il nous demande est-ce qu'on veut vérifier. Là, non, je n'ai pas besoin, c'est bon. Et on nomme notre cluster. Là, et on va lui donner la 30. Donc là, il fait une vérification. Si l'adresse IP est déjà prise, il le dira. Voilà, ajouter la totalité du stockage. On va y venir. Voilà, notre cluster est en train de se créer. Voilà, c'est terminé. Notre cluster est ici. Dans notre DNS, il n'a pas encore été inscrit et ça va venir. Donc notre stockage apparaît ici. Donc le cluster fonctionne avec un quorum. Qu'est-ce que le quorum? C'est un système de vote qui permet à un cluster de s'exécuter. À savoir que là, sur un cluster à deux nœuds, c'est-à-dire de serveurs physiques, automatiquement, il y a un disque témoin dans le quorum qui est créé. C'est-à-dire que tant que un nœud et le disque témoin seront en ligne, le cluster continuera de s'exécuter. Pour ce qui est, exemple, un cluster à 5 nœuds, donc il n'y aura pas de disque témoin, puisque tant qu'il y aura 3 nœuds qui seront disponibles en ligne, si 2 nœuds tombent en panne, le cluster continue à fonctionner. Voilà ce que c'est le quorum. Donc faut savoir qu'il y a
d'avoir ce processus d'obtention du quorum. Les nœuds majoritaires, seuls les nœuds du cluster ont un vote, nœuds et disques majoritaires, ce qui est notre cas. Donc les nœuds du cluster et un témoin de disque ont un vote, les nœuds et partage de fichiers majoritaires, et pas de majorité, disque uniquement, seul le disque quorum partagé a un vote. Si le disque tombe en panne et pas les deux hyperviseurs, eh bien, le cluster s'arrête. Voilà. On va passer maintenant à la fonction réseau. Donc, il existe trois formes de réseau. Donc, le réseau privé, qui est essentiellement, qui relie essentiellement les nœuds entre eux pour effectuer une pulsation, 5 pulsations je crois par seconde, 5, enfin ça effectue des pulsations, ça s'appelle le heartbeat aussi, pour voir que les deux nœuds sont fonctionnels. Un réseau public qui est notre réseau 192.168.1.0 et un réseau privé public qui pourrait être pour notre stockage. Donc ça, parce que là en production, il vaut mieux éviter de mettre le stockage sur le même LAN que votre réseau de production pour éviter bien sûr les goulets d'étranglement. Ça, ce qui peut être provoqué là, comme on n'a pas beaucoup d'applications dessus, on peut se permettre de le mettre comme ceci. Donc voilà pour ce qui est. Donc on voit bien que là c'est notre cluster uniquement. Là c'est cluster et client. Et cluster uniquement, c'est pour le IPv6, mais si nous aurions un autre réseau pour notre stockage, il serait effectivement ici. Donc maintenant nous allons arriver au stockage. Donc le stockage peut se faire sur interface SAS de type ISCSI ou en fibre optique, suivant les budgets. Donc là nous sommes en mode ISCSI. Nous avons vu ce que c'était tout à l'heure. Donc là on voit bien que nous avons notre partage nu qu'on a créé qui est de 5 Go et 4 autres disques de 100 Go chacun. Voilà. Donc maintenant, le but c'est de les mettre en CSV, c'est-à-dire des volumes partagés de cluster. Donc pour rappel, un CSV, c'est un volume sur un SAN auquel plusieurs nœuds de cluster peuvent accéder de manière concurrente. Voilà, donc là on fait ajouter au volume partagé, ça va très vite. Voilà, on est en volume partagé de cluster. Donc on voit bien là que des disques sont sur Hyper-V2 et des volumes, pardon, sont sur SRVFP. Donc on va voir tout ça que tout à l'heure, quand on va redémarrer Hyper-V2, tout le monde va passer sur SRVFP en dynamique. Donc pour ajouter un rôle, ce n'est pas bien compliqué. On peut mettre un rôle d'ordinateur. Donc toutes les rôles sont ici. Vous avez les serveurs de fichiers. Donc on peut créer un serveur de fichiers avec montée en puissance parallèle pour les données d'application. C'est pour ça qu'on a créé plusieurs disques de 100 Go. Donc on va l'appeler share.
cours d'exécution. Une fois en exécution, on peut aller voir dans Active Directory, dans le conteneur computer, on peut voir que notre cluster a été créé comme compte d'ordinateur et notre partage, notre serveur de fichiers, a été créé comme compte d'ordinateur. Ainsi voir aussi dans le DNS que maintenant notre cluster apparaît et deux entrées ont été créées pour le partage, donc pour chaque nœud du cluster. Maintenant, pour créer un rôle d'ordinateur virtuel, puisque c'est pour rendre hautement disponible soit un serveur de fichiers ou un ordinateur où on peut exécuter dessus une base de données. Donc, on va prendre un ordinateur virtuel Windows 7 et un serveur quelconque. Donc quelconque non, puisqu'ils ont déjà été créés, puisqu'il y a classe. Voilà. À chaque fois, vous avez un petit rapport qui vous dit comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, notre ordinateur Windows 7 ainsi que notre serveur autonome, je dirais, puisqu'il n'y a, rien dessus de bien spécial, hein, de bien spécifique. Voilà, lui par contre se trouve donc sur le nœud Hyper-V2. Donc voilà, voilà ce que je voulais faire. Donc pour voir que si on est en train de travailler sur un document de texte, voilà, bla bla bla, on va laisser ça ouvert. Donc là, on est bien sur Hyper-V2. Notre partage, on peut le déplacer. Donc sélectionner un nœud, on peut le mettre sur Hyper-V2. Il n'y a pas de souci, c'est fait en dynamique pour ajouter le partage de fichiers. Donc on fait clic droit dessus, on partage, on prend pour les applications. Là on voit qu'on a un choix de tous les volumes que nous avons créés, du 1 jusqu'au 5. Donc à savoir que celui-là on n'y touche pas, c'est le quorum. Donc là ben, c'est le dernier volume qu'on a créé pendant le tuto. Donc on va lui dire OK. On lui donne un nom, Sherwan. Voilà, et son chemin d'accès sera, quoi qu'il en soit, ça. Suivant, on active la disponibilité continue. Suivant. Voilà. Donc maintenant, eh le but du cluster de basculement, c'est de basculer quand un des deux nœuds tombe en panne ou redémarre intempestivement. Donc ce qui va se passer maintenant.
Donc nous partons sur notre nœud 192.168.1.5 qui est le Hyper-V2, qui est, je vous l'accorde, un peu mal en point, mais c'est pas bien grave. Donc nous allons, donc là on voit bien qu'on est sur Hyper-V2, Hyper-V2, et que lui est en action, lui aussi, mais c'est surtout lui. Et à partir de là, nous redémarrons Hyper-V2, redémarrer. Voilà. Et là, on va voir que la migration est en file d'attente, en cours d'exécution. Ça a été fait dynamiquement et très vite. Là, c'est en cours de migration dynamique en cours. Voilà, en cours d'exécution sur SRVFP. C'est tout à fait dynamique. L'utilisateur n'a pas eu le temps de voir la transition qui a été faite entre les deux, là, le basculement qui a été fait entre les deux nœuds du cluster. Donc maintenant nous avons un nœud en ligne et le disque de quorum. Le disque témoin qui est lui aussi en ligne. Voilà ce qui est pour le cluster de basculement. J'espère que ce tuto vous sera d'une utilité. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.